histoires. Euh, Attendez, hein, je regarde pour l'ouvrir. Euh, non, c'est pas ça. Mais non. Bon, c'est un PDF, donc faut pas l'ouvrir comme ça. Qu'est-ce qu'il me raconte? Voilà. Ok. Attendez, parce que je dois tout régler pour avoir le chat. Je vais changer le titre. Ah oui, mais c'est vrai, il faut que je repasse en français. Ah, il m'ennuie, hein. Ça y est, c'est bon. Témoin en charge. On va lire des histoires d'Agatha Christie. C'est Caro qui me les a fait parvenir. Il y a celle-ci, mais il y en a d'autres encore. D'autres histoires. Voilà. Et ici, on va passer en just chatting. Hop. Ok. C'est parti. Mon kiki, c'est bon. Oui, c'est ça. Hop, on actualise. Et on ferme la page ici, on n'en a plus besoin. Entre autres, mais pas que. Après, c'est ce que je disais la fois passée lors de mon live. J'ai tous les livres d'Agatha Christie. Ils sont encore chez mes parents, je ne les ai pas encore ramenés. Le problème, c'est qu'un livre d'Agatha Christie, c'est un fameux bouquin. Et si je devrais lire les histoires en live, ce serait assez compliqué parce que il y aurait énormément de volets pour un livre. Même imaginons que je lirais 20 pages sur un live, parce que je pourrais faire un live que de lecture, reprendre les live lectures. Sauf que les live lectures, ça serait compliqué, parce que moi, le samedi, je fais mes enregistrements vidéo, donc c'est assez compliqué. Ma semaine, elle est super régie. Oui, voilà, c'est ça. Il y en a plein, toutes les histoires de Miss Marple, d'Hercule Poirot, etc., etc. Et le problème, c'est que si je déciderais de les lire avec vous, il y aurait énormément de volets et ça ferait trop de morceaux à remettre sur YouTube. Ou alors, même si je voudrais faire tous les morceaux et tout mettre ensemble, euh, eh bien, voilà. Oui, je sais, j'ai vu qu'il y a le jeu sur Steam. Bon, Chéri me l'a montré. Mais j'hésite fortement à le prendre. Alors déjà, il n'est pas pour rien, ça c'est déjà une chose.
Et le pire de tout, c'est que si jamais je l'achète et que après les énigmes me tapent sur les nerfs, j'aurais payé un jeu qui restera là et que je ne ferai pas. Ici, il m'a offert un jeu que j'ai apprécié faire jusqu'à un certain niveau. Heureusement, il l'a eu en promo à 3,99 €, mais le jeu de base, il coûte 20 balles. Il y a un passage que je n'arrive pas à passer. Si je n'arrive pas à passer ce passage, je ne peux plus avancer dans l'histoire. Ouais, quand c'est des histoires toutes fermées, toutes finies. Alors, on va commencer. Donc, il y a 8 nouvelles et c'est un livre donc d'Agatha Christie, Témoin à charge. Allez, c'est parti. Monsieur Méhern ajusta son pince-nez et s'éclaircit la voix avec une petite toux sèche qui lui était coutumière. Puis, il dévisagea de nouveau l'homme qui lui faisait face et qui était accusé de meurtre avec préméditation. Monsieur Méhern, homme de petite taille avec des manières assurées, était élégamment vêtu et son regard perçant dénotait une vive intelligence. Il avait la réputation d'être un avocat remarquable. Il parla à son client d'une voix calme, empreinte de sympathie. « Je dois vous répéter que vous courez un grave danger et qu'il vous faut être absolument franc. » Léonard Vol, qui fixait le mur d'un air affolé, tourna les yeux vers son interlocuteur et répondit avec lassitude. « Je le sais bien, car vous me le répétez sans cesse, mais je ne réalise pas encore que je suis accusé d'assassinat, et d'assassinat dans des conditions si affreuses. » Mais Ern était un peu émotif, il toussota encore et ôta son lorgnon. L'essuya avec soin, le replaça sur son nez et répondit. « Oui, oui, cher monsieur, nous allons faire de gros efforts pour vous libérer et nous réussirons. Toutefois, il faut que je sois au courant des moindres détails afin de connaître l'étendue de l'accusation qui pèse sur vous. Après quoi, nous déciderons de la meilleure façon de vous défendre. » Le jeune homme continuait à le regarder du même air incompréhensif. Jusqu'alors, Méhern avait jugé l'affaire très grave et cru à la culpabilité du prisonnier. Pour la première fois, il éprouvait un doute. « Vous me croyez coupable ?» reprit Vol d'un ton sourd. « Mais je jure devant Dieu que je ne le suis pas. Quoique les apparences me désignent, je suis dans un filet dont je ne puis me débarrasser, mais je suis innocent. Maître, innocent. » Mais Ern n'ignorait pas que dans un cas semblable, tout homme s'exprimerait ainsi. Pourtant, il se sentait troublé. Léonard Vol était peut-être innocent. « Il est certain, reprit-il gravement, que votre situation paraît très inquiétante. Pourtant, je veux bien vous croire. Venons au fait. Je désire que vous m'exposiez exactement comment vous avez fait la connaissance d'Emily French. » Encore une Emily. Un jour, dans Oxford Street, je vis une dame âgée qui traversait la rue et qui portait de nombreux paquets. Arrivée au milieu de la rue, elle les laissa tomber et essaya de les ramasser. Elle s'aperçut qu'un autobus arrivait sur elle et parvint tout juste à gagner le trottoir. Elle y resta terrifiée car le passant l'interpellait violemment. Attendez, parce que j'ai ma flèche qui m'ennuie. J'ai ramassé les paquets, les ai essuyés de mon mieux, renoué la ficelle de l'un d'entre eux et le lui ai remis. Lui aviez-vous sauvé la vie ? Certes non. J'avais simplement fait un geste courtois.
La vieille dame se montra fort reconnaissante et me remercia vivement et fit allusion à ma courtoisie supérieure à celle des jeunes générations. Je ne me souviens pas de la phrase exacte. Je soulevai donc mon chapeau et m'éloignai convaincu de ne jamais la revoir. Mais la vie est pleine de coïncidences. Ce même soir, je retrouvai cette personne à une soirée chez des amis. Elle me reconnut et demanda que je lui sois présentée. J'appris qu'elle se nommait Emily French et habitait Cricléo. Nous causâmes un instant. Je suppose qu'elle devait éprouver des sympathies subites, car je lui ai plu à cause d'un geste poli que n'importe qui aurait pu faire. Quand elle partit, elle me serra fortement la main et m'invita à venir la voir. Je répondis que j'en serais ravie, et elle me demanda de fixer un jour. Je n'y tenais guère, mais refuser eût simplement été grossier. De sorte que je fixai le samedi suivant. Après son départ, j'appris par un ami qu'elle était riche, assez originale, vivait seule avec une domestique et avait 8 chats. C'est bizarre, hein, les vieilles, elles sont toujours pleines de chats. Je comprends, dit Méhern. Vous avez su tout de suite qu'elle était dans une situation aisée. Si vous imaginez que je m'en suis préoccupé, s'écria Vol vivement. Mais l'avocat le fit taire d'un geste et déclara « Il faut que j'examine l'affaire telle qu'elle sera présentée par la partie adverse. Un observateur impartial n'aurait pas supposé que Miss French fût riche. Elle vivait simplement presque pauvrement. Si on ne vous avait pas dit le contraire, vous l'eussiez probablement jugé peu fortuné au début du mois. Qui vous a appris le contraire? Mon ami Georges Harvey, chez lequel avait lieu la soirée. Se souviendra-t-il de vous en avoir parlé? Je ne sais pas. Il s'est écoulé pas mal de temps depuis. En effet, vous comprenez, le premier soin de ceux qui vous accusent consistera à prouver que vous étiez très désargenté. Ce qui est vrai, je crois. Léonard Vol rougit. Oui, répondit-il très bas. Je traversais une période de guigne. En effet, acquiesça Méhern. Étant donc gêné, vous avez fait la connaissance de cette vieille dame riche et vous avez cultivé assidûment cette relation. Si nous pouvions déclarer que vous l'ignoriez, qu'elle était fortunée, et que vous alliez la voir par pure bonté. Ce qui est absolument vrai. C'est possible, je n'en disconviens pas. J'examine la question du point de vue extérieur. Tout dépendra de la déclaration de M. Harvey. Se souviendra-t-il de votre conversation? Pourra-t-il être troublé par l'avocat de la partie adverse au point de croire que cet entretien fut situé beaucoup plus tard? Vol réfléchit un instant, puis répondit d'une manière ferme, mais en pâlissant. « Je ne crois pas, maître Méhern, que cette manœuvre réussirait. Plusieurs personnes ont entendu ce que disait Harvey et m'ont plaisanté au sujet de ma riche conquête. » L'avocat essaya de cacher sa déception en faisant un geste de la main et répondit « Dommage, mais je vous félicite de votre franchise et c'est vous qui me guiderez désormais. Voyez, juste et le système que j'envisageais serait désastreux. Laissons cela. Vous avez donc fait connaissance de Miss French, vous lui avez rendu visite et vous avez continué. Il nous faut savoir pourquoi un homme de votre âge, 35 ans, beau garçon, sportif, aimé de vos amis, a consacré une partie notable de son temps à une femme âgée dont les goûts devaient être fort éloignés des vôtres. Vol tendit les mains d'un geste nerveux.
Je ne puis l'expliquer, vraiment pas. À la fin de ma première visite, elle m'a supplié de revenir et m'a dit qu'elle était isolée et malheureuse. Il m'était difficile de refuser, d'autant plus qu'elle me témoignait une si grande sympathie que j'en eus été touchée. Voyez-vous, maître, je suis faible de nature et ne sais pas dire non. Et vous ne me croiriez pas, peut-être pas, mais après lui avoir fait 3 ou 4 visites, je me suis sincèrement attachée à cette vieille femme. Ma mère mourut alors que j'étais jeune, une de mes tantes m'a élevée jusqu'à ce que j'aie 15 ans, puis elle est morte aussi. Et je vous avoue que j'étais heureux d'être choyé, gâté. Vous en rirez sans doute. L'avocat... J'ai oublié riche. Hein? Riche où? Attendez, j'essaye de défaire mon truc ici parce que... dérange. L'avocat ne riait pas. Il ôta de nouveau son lorgnon, le frotta, ce qui prouvait qu'il était songeur. J'accepte votre explication, dit-il enfin, car j'estime qu'elle est vraisemblable du point de vue psychologique. L'opinion d'un jury pourrait être différente. Je vous en prie, continuez votre récit. À quel moment Miss French vous a-t-elle pour la première fois demandé de vous occuper de ses intérêts? Après ma 3e ou 4e visite, elle n'entendait pas grand-chose aux questions pécuniaires et s'inquiétait au sujet d'un placement. M. Mayburn leva vivement la tête. « Attention, dit-il, la femme de chambre, Jeannette Mackenzie, affirme que sa maîtresse était une excellente femme d'affaires. Elle s'occupait de tous ses placements, opinion corroborée par les déclarations de ses banquiers. »« Je n'y puis rien, protesta Vol. C'est Miss French qui m'a dit le contraire. » L'avocat le dévisagea pendant un instant sans répondre, bien qu'il n'eût pas l'intention de le dire. Sa conviction en l'innocence de son client s'affirmait, car il connaissait la mentalité des femmes âgées et pouvait aisément croire que Miss French, subjuguée par ce beau garçon, avait cherché un prétexte pour l'attirer chez elle. Or, aucun n'était meilleur qu'une incompétence au sujet de transactions bancaires, car elle n'ignorait pas que tout homme est flatté d'être jugé infaillible. Peut-être même avait-elle souhaité faire comprendre à Vol qu'elle était riche. Toutes ces réflexions se présentèrent rapidement à l'esprit de l'avocat, mais il n'en laissa rien paraître et demanda. « Alors, sur sa demande, vous vous êtes occupé de ses affaires d'intérêt. »« Oui. » Je vais vous poser une question importante et il est nécessaire que vous me répondiez franchement. Vous étiez financièrement gêné et vous aviez la haute main sur la fortune d'une vieille dame qui, de son propre vœu, n'y entendait pas grand-chose. En avez-vous jamais profité pour détourner à votre bénéfice les valeurs qui vous ont été confiées? Attendez un instant avant de répondre, car 2 lignes de conduite s'offrent à nous. D'une part, nous pouvons faire état de votre probité pendant que vous vous occupiez des affaires de Miss French, en insistant sur le fait que vous n'aviez pas besoin de commettre un crime pour obtenir des sommes que vous pouviez vous procurer beaucoup plus facilement. Si d'autre part, dans votre manière d'agir, il y a des détails dont l'accusation pourra faire état, autrement dit, si l'on peut vous prouver que vous avez fait chanter cette vieille dame, nous dirons que vous n'aviez aucun motif pour la tuer puisque vous retiriez d'elle un revenu appréciable. Vous voyez la différence ? Je vous adjure donc de réfléchir avant de répondre. Attendez, je prends un coup. Mais Léonard Vol,
n'en fit rien et dit aussitôt: La manière dont je me suis occupé des affaires de Miss French est parfaitement honnête. J'ai pris soin de ses intérêts du mieux que j'ai pu, ainsi que n'importe qui peut s'en apercevoir aisément. Merci, répondit Méhern. Vous me soulagez beaucoup, car je vous crois trop intelligent pour mentir dans ce cas aussi important. Sûrement, affirma Vol. Ce qui plaide le plus en ma faveur, c'est l'absence de motif. Si l'on croit que j'ai été aux petits soins pour la vieille dame riche dans l'espoir de lui soutirer de l'argent, c'est bien le sens de vos paroles. Sa mort doit me décevoir complètement. L'homme de loi le dévisagea, puis il se remit à jouer avec son lorgnon, et il ne reprit la parole que lorsqu'il l'eut remis sur son nez. Ne savez-vous donc pas que Miss French a laissé un testament qui vous fait de vous son légataire, son principal légataire? Comment? Vol se dressa d'un bond et son désarroi fut évident. Mon Dieu, que dites-vous? Elle m'a laissé de l'argent? Méhern acquiesça et Vol retomba sur son siège en mettant la tête dans ses mains. Vous prétendez ne rien savoir à cet égard? Prétendre? Je ne savais rien, absolument rien. Que diriez-vous si je vous déclarais que la femme de chambre, Janet Mackenzie, affirme que vous étiez au courant car sa maîtresse lui avait déclaré vous avoir consulté à cet égard et vous avoir fait part de ses intentions? Elle ment. Non, j'exagère. Janet est une femme âgée qui veillait de près sur sa maîtresse et qui ne m'aimait pas. Elle était jalouse et soupçonneuse. Il est possible que Miss French lui ait confié ses intentions et que la servante ait mal compris ou encore ait cru que j'avais fait pression sur elle. Elle doit actuellement se figurer que Miss French le lui avait dit. Vous ne supposez pas qu'elle vous détestait au point de mentir volontairement? Léonard Vol parut effaré et consterné. Sûrement pas. Dans quel but? Je l'ignore, dit l'avocat d'un air pensif, mais elle est très dure à votre sujet. Le malheureux garçon gémit et murmura. Je commence à comprendre. C'est affreux. On dira que j'ai poussé Miss French à faire un testament en ma faveur, puis que je suis allé chez elle ce soir-là, où il n'y avait personne, et qu'on l'a retrouvée morte le lendemain. C'est affreux. Vous vous trompez en disant qu'il n'y eut personne. Janet devait sortir en effet ce soir-là, mais à 21h30, elle est revenue pour chercher un patron qu'elle avait promis à une amie. Elle est entrée par la porte de service, est montée dans sa chambre, puis est repartie. Elle a entendu des voix dans le salon et y a cru, sans les reconnaître, que l'une était celle de Miss French et l'autre celle d'un homme. À 21h30, dit Vol. Il se dressa d'un bond. Alors je suis sauvée. Sauvée. Que voulez-vous dire? À cette heure-là, j'étais de retour chez moi et ma femme pourra le prouver. J'ai quitté Miss French à 20h55. Ma femme était à la maison et m'attendait. Oh, Dieu soit loué et béni soit le patron que cherchait Janet Mackenzie. Dans sa joie, Vol n'avait pas remarqué que l'expression sévère du visage de son avocat ne s'était pas modifiée, mais que Méhern répondit toute joie quand Méhern répondit, toute joie l'abandonna. À votre avis, qui a tué Miss French? Un cambrioleur, ainsi que nous l'avons pensé. Tout d'abord, souvenez-vous qu'une fenêtre a été forcée. La victime a été assommée à l'aide d'un lourd levier que l'on a retrouvé près du corps. Plusieurs objets manquaient, sans les absurdes soupçons de Janet et de son antipathie pour moi. La police n'aurait jamais perdu la bonne piste. Cela ne suffit pas, répondit l'homme de loi. Ce qui manque,
n'avait aucune valeur et n'a été dérobé que pour donner le change. Les empreintes laissées sur les fenêtres ne sont pas du tout probantes. Réfléchissez. Vous dites ne plus vous être trouvé dans la maison à 21h30. Qui donc était l'homme que Janet a entendu parler à Miss French dans le petit salon? Elle n'eut certainement pas causé amicalement avec un cambrioleur. Non, répondit Vol. Il semblait surpris et découragé. Cependant, ajouta-t-il avec plus de force, cela m'exonère. J'ai un alibi, il faut que vous voyiez tout de suite Romane, ma femme. Certes, reconnut Méherne, ce serait déjà fait si elle n'était pas absente lors de votre arrestation. J'ai téléphoné à Scotland Yard. Il paraît qu'elle rentre ce soir. J'irai la voir dès que je quitterai mon cabinet. Une expression de soulagement éclaira le visage de Vol qui répondit. Oui, Romane vous renseignera. Grand Dieu, j'ai de la chance. Excusez ma question. Êtes-vous très épris de votre femme? Je crois bien. Et elle vous aime beaucoup? Elle m'est très dévouée et ferait n'importe quoi pour moi. Il s'exprimait avec force, mais son avocat était moins enthousiasmé. Est-ce que le témoignage d'une épouse dévouée serait écouté? Il demanda, en rentrant chez vous, avez-vous rencontré quelqu'un dans la rue? Personne que je connaisse. Et d'ailleurs, j'ai fait une partie du trajet en autobus. Le conducteur s'en souviendra peut-être. Maître Méherne secoua la tête d'un air dubitatif. Donc, dit-il, personne ne peut confirmer le témoignage de votre femme. Non, mais ce n'est pas nécessaire, il me semble. Je l'espère, répondit l'avocat. En un mot, Miss French savait-elle que vous étiez marié? Oh oui. Pourtant, vous ne lui avez jamais présenté votre femme. Pourquoi? Pour la première fois, Vol hésita à répondre. Je ne sais pas trop. Vous rendez-vous compte que Janet Mackenzie déclare que sa maîtresse vous croyez célibataire? Excusez-moi. Et espérait vous épouser par la suite. Vol se mit à rire. C'est absurde. Il y avait 40 ans de différence entre nous. Cela arrive, répondit le juriste d'un ton sec. Votre femme n'a donc jamais vu Miss French? Non. La voix était à nouveau contrainte. Vous me permettez de vous dire que je comprends mal votre attitude à cet égard. Vol rougit, hésita, puis dit enfin. Je vais vous parler franchement. Ainsi que vous le savez, j'étais à court d'argent. J'espérais que Miss French pourrait m'en prêter un peu. Elle avait de l'affection pour moi, mais ne s'intéressait pas aux difficultés d'un jeune ménage. J'avais découvert qu'elle supposait que le mien n'était pas heureux et que nous vivions séparés. Or, j'avais besoin d'une certaine somme pour Romane. Je n'ai donc rien dit à la vieille dame, à qui j'ai laissé croire ce qu'elle voulait. Elle disait que j'étais son fils adoptif et il n'a jamais été question de mariage. Ça doit être l'imagination de Janet. Et c'est tout? Oui, absolument tout. Vol avait hésité en prononçant ces mots. L'avocat se le demandait et il se leva et tendit la main en disant « Au revoir, monsieur ». Puis en regardant le visage hagard du jeune homme, il ajouta, poussé par une impulsion « Je crois à votre innocence en dépit de tous les faits qui semblent vous accuser. J'espère le prouver et je vous soutiendrai fortement. » Vol lui sourit et dit « Vous constaterez que mon alibi est solide. » Il ne parut pas s'apercevoir que l'avocat ne répondait pas. Ce dernier reprit « Tout dépend du témoignage de Janet Mackenzie. Ce qui est clair, c'est qu'elle vous déteste.
Je ne vois pas la raison de sa haine. Maintenant, voyons, Madame Vol, pensa Méhern en sortant. Il était très ennuyé de la tournure que prenait l'affaire. Le ménage Vol habitait une petite maison proche de la pelouse de Paddington. Méhern s'y rendit. En réponse à son coup de sonnette, une grosse femme mal vêtue vint ouvrir. « Madame Vol est-elle de retour ?»« Oui, depuis une demi-heure, mais je ne sais pas si vous pouvez la voir. »« Si vous voulez lui donner ma carte, je suis certain qu'elle me recevra. » La femme lui jeta un regard dubitatif, s'essuya les mains sur son tablier et prit la carte. Puis elle ferma la porte au nez du visiteur. Toutefois, son attitude s'était quelque peu modifiée quand elle réapparut en disant « Veuillez entrer ». Elle l'introduisit dans un minuscule salon et Méhern, qui regardait un dessin accroché au mur, sursauta en apercevant une grande dame, une grande femme pâle qui était entrée si doucement qu'il ne l'avait pas entendue. « Maître Méhern, vous êtes l'avocat de mon mari, n'est-ce pas ? C'est lui qui vous envoie. Veuillez vous asseoir. » Avant qu'elle ait parlé, il ne s'était pas rendu compte qu'elle n'était pas anglaise. En la dévisageant, il remarqua ses pommettes saillantes et son teint foncé de ses cheveux. C'était une étrange femme très calme, d'un calme presque inquiétant. Dès le début, Méhern eut l'impression de se trouver en face d'un cas mystérieux auquel il ne comprenait rien. « Chère madame, commença-t-il, il ne faut pas vous laisser abattre. » Puis il s'arrêta court. Il paraissait tellement évident qu'elle n'ait pas la moindre intention de perdre courage et restait maître de ses nerfs. « Voulez-vous me mettre au courant, dit-elle. Il me faut tout savoir. Ne cherchez pas à me ménager, car je veux connaître le pire. » Elle hésita, puis répéta d'une voix plus sourde, avec une énergie qui déconcerta l'homme de loi. « Je veux savoir le pire. » Méhern lui raconta son entrevue avec Léonard. Elle l'écouta attentivement, en hochant la tête de temps à autre. « Je comprends, dit-elle enfin. Il veut que j'affirme que ce soir-là, il est rentré à 9h20. C'est bien exact. Là n'est pas la question, répondit-elle froidement. Si je le dis, sera-t-il acquitté? Me croira-t-on? Le juriste fut déconcerté qu'elle sut si vite toucher le point important. Et elle reprit. Je désire savoir si cela suffira. Une autre personne soutiendra-t-elle ma déclaration? Elle parlait d'un ton si vibrant que Méhern eut une vague d'inquiétude, et il répondit comme à regret. « Jusqu'à présent, il n'y a personne. »« Je vois, dit-elle. » Puis, elle ne fit pas un mouvement pendant 1 à 2 minutes, tandis qu'un petit sourire se jouait sur ses lèvres. L'inquiétude de l'avocat allait croissant. « Madame, murmura-t-il, je sais ce que vous éprouvez. »« Croyez-vous, répondit-elle, je me le demande. Dans un cas pareil, c'est un cas de ce genre. J'ai l'intention de me débrouiller seule. » Méhern la regarda avec stupeur. « Chère madame, vous êtes désemparée. Votre grande affection pour votre mari plaît-il ?» La sécheresse du ton fit sursauter l'avocat. Il répéta d'une voix insistante. « Votre grande affection pour votre mari ?» Roman inclina doucement la tête et l'étrange sourire s'accentua. « Vous a-t-il dit que je lui étais dévouée? Ah oui, je comprends qu'il l'a dit. Que les hommes sont bêtes, bêtes, mais bêtes. » Elle se leva brusquement et toute l'émotion intense que le juriste avait devinée depuis un instant parut concentrée dans sa voix. « Je le hais, déclara-t-elle. Je le hais et je désire le voir pendre et mourir. »
Méhern recula devant la fureur qui émanait de ses yeux étincelants, et elle s'avança d'un pas et reprit. « Peut-être que ce spectacle me sera-t-il offert. Si je vous disais que ce fameux soir, il n'est pas rentré à 9h20, mais à 10h30. Il vous a dit qu'il ignorait qu'on lui avait légué de l'argent. Si je vous affirmais qu'il était au courant et qu'il a tué pour le toucher. Il me l'a avoué ce soir-là, quand il est rentré. Il avait encore du sang sur sa veste. Si je me levais à la barre des témoins pour le crier tout haut. » Elle défiait son interlocuteur du regard. Au prix d'un gros effort, il dissimula sa stupeur croissante et tenta de parler avec calme. « Vous ne pouvez témoigner contre votre mari. Ce n'est pas mon mari. » Elle avait parlé si vite qu'il crut avoir mal entendu. « Ce n'est pas mon mari. J'étais actrice à Vienne. Mon mari est vivant, mais dans un asile d'aliénés, de sorte que je ne pouvais pas épouser Yvonne. J'en suis heureuse maintenant. » « Voulez-vous répondre à une question ?» demanda Méhern, qui parvint à reprendre son aspect calme et froid. « Pourquoi êtes-vous si dur envers Vol ?» Elle sourit un peu, secoua la tête et répondit « Vous voudriez le savoir, mais je ne vous le dirai pas. Je garderai mon secret. Bonne nuit, Choupi, repose-toi bien. » L'avocat fit entendre sa petite voix tout sèche, se leva et répondit « Il n'y a aucune raison pour que nous prolongions cet entretien. Je communiquerai avec vous après avoir vu mon client. » Roman s'approcha de lui et plongea le regard de ses yeux noirs dans ceux de son adversaire. « Dites-moi, quand vous êtes arrivé ici, supposiez-vous sincèrement qu'il était innocent ? » ?»« Oui. »« Vous n'êtes qu'un pauvre petit bonhomme, répondit-elle en ricanant. Et je le crois encore. Bonsoir, madame. » Il sortit en emportant l'image de la violence de cette créature et pensa « Cette affaire va être diabolique. » Il jugeait le cas infernal et considérait la femme comme très dangereuse. Que pouvait-il faire? Ce malheureux garçon n'avait-il pas la moindre chance de s'en tirer? Peut-être, après tout, était-il coupable? Non, pensa Méhern. Il y a trop de preuves contre lui. Je ne crois pas ce que dit cette femme. Elle fabriquait toute l'histoire, mais elle n'osera pas la répéter au tribunal. Toutefois, il eût souhaité en être tout à fait sûr. Les débats furent brefs et dramatiques. Les principaux témoins de l'accusation furent Janet Mackenzie, domestique de la morte, et Roman Elger, de nationalité autrichienne, maîtresse de l'accusé. Maître Méhern écouta le terrible récit que fit celle-ci et qui était semblable à ce qu'elle lui avait dit. Le prisonnier réserva sa défense et fut déféré au tribunal. Méhern ne savait plus que faire. L'accusation portée contre Léonard Vol était terrible et même le célèbre avocat qui s'était chargé de la défense ne gardait que peu d'espoir. Il déclara d'un air dubitatif « Si nous pouvons minimiser les déclarations de cette Autrichienne, nous pourrons peut-être obtenir un résultat. Mais le cas se présente mal. » Méhern concentrait ses efforts sur un seul point. Convaincu que Vol disait la vérité et avait quitté la maison de la victime à 21h, qu'il était l'homme que Jeannette entendut parler à Miss French à la demi. Le seul espoir paraissait être un neveu de la vieille demoiselle de réputation peu brillante et qu'il avait autrefois souvent cajolé et menacé
pour en obtenir de l'argent. Mais Ern avait appris que Janet Mackenzie était fort attachée à ce garçon et n'avait jamais cessé de le recommander à Miss French. Il pouvait s'être rendu chez sa tante après le départ de vol, car on ne l'avait pas vu aux endroits qu'il fréquentait d'ordinaire. D'autre part, les enquêtes de l'homme de loi furent négatives. Nul n'avait vu Léonard Vol rentrer chez lui ou sortir de chez Miss French. Personne ne vit non plus un autre homme dans le voisinage. La veille du procès, Maître Méhern reçut une lettre qui devait entraîner ses pensées dans une toute nouvelle direction. Elle lui parvint au courrier de l'après-midi, mal écrite, sur du papier fort ordinaire, enfermé dans une enveloppe sale où le timbre était collé de travers. Le juriste la relut la relut 2 fois avant de comprendre le sens. Cher monsieur, vous êtes le type d'avocat qui s'occupe du jeune malheureux. Si vous voulez que cette sale fille peinte soit connue pour ce qu'elle est ainsi que ce tas de mensonges, venez au 16 de Shawrent Stepney ce soir. Ça coûtera 2000 francs. Demande Mime Moxon. Ouais, Mime, on dirait Mime. Je suis pas sûre. Ou c'est Madame Moxon. Un truc comme ça. Il y a un morceau du mot que je vois pas. Le juriste lut et relut l'étrange épître. Ce pouvait être une attrape, mais en y réfléchissant, il fut convaincu qu'elle était sincère et qu'il y avait là une dernière planche de salut pour le prisonnier. La déposition de Romaine le perdait sûrement, et le système que comptait adopter la défense, à savoir que la déclaration d'une femme qui vivait d'une manière immorale ne pouvait être prise en considération, était assez faible. Ah zut, désolée Lily. Pourquoi ? Pourquoi désolée ? Méhern estimait devoir essayer de sauver son client et il lui fallait se rendre à Shawrent. Il trouva difficilement la maison en ruine, dans une impasse nauséabonde, mais finit par l'atteindre. Ayant demandé Madame Moxon, on lui indiqua le 3e étage. Il monta, frappa, et ne recevant aucune réponse, frappa une seconde fois. Il entendit alors des pas traînants, une porte s'entr'ouvrir avec précaution, et une personne toute courbée jeta un regard dans le couloir, puis tout à coup, la femme fit entendre un rire grinçant et écarta lentement et largement le bâton. Oh, mais c'est pas grave, t'inquiète, je me suis bien douté que c'était ça, hein, Madame. Tu sais, le M-M-E. Je me suis bien dit que c'était ça. C'est donc vous, mon petit ? Vous êtes seul ? Vous ne me tendez pas de piège ? Très bien. Vous pouvez entrer. L'homme de loi pénétra, en hésitant, dans une pièce très sale, mal éclairée. Attendez, j'ai perdu ma phrase. Par un vieux bec de gaz. Il y avait un lit en désordre dans un coin, une table en bois blanc, 2 chaises branlantes. Brusquement, Méhern vit mieux la locataire de ce peu séduisant logement.
d'âge moyen, un peu bossu. Elle avait une masse de cheveux gris en désordre et une écharpe lui entourait la figure. Voyant qu'il la regardait, elle éclata du même rire brutal et dit: Vous vous demandez pourquoi je cache ma beauté, chérie? Avez-vous peur qu'elle vous séduise? Vous allez voir. » Elle dénoua l'écharpe et Méhern recula involontairement devant la tache rouge qui recouvrait un côté du visage. Elle la renoua et dit: Vous n'avez pas envie de m'embrasser, petit? Ça ne m'étonne pas. Pourtant, j'ai été une jolie fille il n'y a pas aussi longtemps que vous le croyez. C'est le vitriol qui fait ça, mais je me vengerai. Elle se mit à blasphémer affreusement, puis finit par se taire en ouvrant et fermant les mains nerveusement. « Assez, dit sévèrement Méhern. Je suis venu parce que je suppose que vous pouvez me fournir un renseignement qui innocentera Léonard Vol, mon client. Est-ce vrai? » La mégère lui jeta un regard astucieux, oui, et grinça. « Et l'argent, petit? 2000 balles, vous savez. Vous avez le droit de témoigner ou on peut vous y obliger. C'est pas vrai, je suis vieille et je ne sais rien. Mais si vous me donnez 2000 balles, peut-être que je pourrais vous donner une idée ou deux. » Quel genre d'idée? Que diriez-vous d'une lettre? Une lettre d'elle? Vous occupez pas comment je l'ai trouvée. C'est mon affaire. Et vous... Elle vous sera utile. Mais je veux mes 2000 balles. Méhern la regarda froidement et se décida. Je vous donnerai 2000 francs, pas plus, et seulement si la lettre est bien telle que vous le prétendez. 1000 francs, cria-t-elle furieuse. 1500 francs, c'est mon dernier mot. Il se leva comme pour partir, tout en surveillant la vieille. Il sortit le carnet de sa poche et compta 15 billets. Voyez, c'est tout ce que j'ai sur moi. Ça à prendre ou à laisser. Il avait compris que la vue des billets serait souveraine. Elle blasphéma, grogna, mais finit par s'approcher du lit et retira quelque chose de sous son matelas. Voilà, c'est la première que vous voulez. La vieille jeta un paquet de lettres à Méhern qui dénoua la ficelle et regarda les feuilles de son air calme. La mégère qui le surveillait ne put rien lire sur son visage. Il lut chaque lettre, puis reprit la première et la relut. Après quoi, il rattacha la liasse avec soin. Chacune des lettres parlait d'amour et avait été écrite par Romaine, mais Léonard n'en était pas le destinataire. La première était datée du jour de son arrestation. « Je vous ai livré, n'est-ce pas, chérie ?» dit la vieille en pleurnichant. « Ces papiers la feront condamner. » L'homme de loi mit le paquet dans sa poche, puis demanda: « Comment vous êtes-vous procuré cette correspondance ?»« Je ne peux pas le dire, ricana-t-elle, mais je sais encore autre chose. Au tribunal, j'ai entendu que ce qu'elle a dit l'a traînée. Tâchez donc de savoir où elle était. À 22h30, alors qu'elle prétendait être chez elle, demandez au cinéma de la rue du Lion. On se souviendra de cette belle femme, qu'elle soit maudite. » « Quel est l'homme auquel elle écrivait ?» interrogea Méhern. La lettre n'indique pas son prénom. La vieille se mit à parler d'une voix rauque et à serrer et desserrer les poings, puis elle en porta un à sa figure et balbutina. « C'est lui qui m'a défigurée. Il y a longtemps. Elle n'était alors qu'une enfant.
mais elle me l'a pris. Et quand j'ai voulu les punir, il m'a jeté le maudit poison à la figure et elle s'est mise à rire, la maudite. Il y a des années que je la guette, que je la suis, que je l'épie. Mais maintenant, je la tiens. Elle sera punie. Dites, monsieur l'avocat, elle souffrira? On la condamnera sans doute à une peine de prison pour faux témoignage. Elle sera enfermée? C'est ça que je veux. Vous partez? Où est mon argent? Mon bon argent? Mayerne posa les billets sur la table, puis se détourna et quitta la pièce nauséabonde. Il regarda avant de franchir le seuil et constata que la mégère caressait les billets. Sans perdre un instant, il trouva le cinéma de la rue du Lion, montra aux employés une photographie de Romane, qu'ils reconnurent aussitôt. Elle était arrivée en compagnie d'un homme après 22 heures, le fameux soir, et ils étaient demeurés jusqu'à la fin de la projection. Maître Mayerne était satisfait. Romane avait fait une déclaration mensongère d'un bout à l'autre, poussée par la haine violente qu'elle portait à vol. L'homme de loi se demandait s'il ne saurait jamais ce qui motivait cette haine. Qu'avait-il pu faire Léonard Vol? Il avait paru stupéfait quand l'avocat lui raconta son entrevue avec Romane et avait déclaré n'y rien comprendre. Pourtant, maître Mayerne jugea ensuite son indignation quelque peu forcée. Après avoir consulté sa montre en quittant le cinéma, l'avocat fit signe à un taxi. Il murmura « Il faut que je mette Sir Charles au courant immédiatement ». Le procès de Léonard Vol, accusé d'avoir assassiné Emily French, avait fait naître un vif intérêt. D'abord, le prisonnier était jeune et beau garçon. Puis, Romane, principal témoin de l'accusation, avait eu son portrait dans plusieurs journaux, de sorte que diverses versions circulaient quant à son origine et à son passé. L'audience débuta dans le calme. Plusieurs rapports techniques furent rendus publics. L'avocat de la défense parvint à relever les contradictions dans le récit de la bonne quant aux relations de vol avec Miss French, puis il souligna que tout en déclarant avoir entendu une voix d'homme dans le salon le soir du crime, rien ne prouvait que ce fût celle de l'accusé. Il parvint à démontrer qu'un sentiment de jalousie envers le prisonnier consistait le mobile auquel obéissait le témoin. Le témoin suivant fut appelé. Vous vous appelez Romane Elger? Oui. Vous êtes autrichienne? Oui. Depuis 3 ans, vous avez vécu avec le prisonnier en vous faisant passer pour son épouse. Pendant un court instant, les yeux de Romane se croisèrent avec ceux du prisonnier et jetèrent une lueur étrange. Elle répondit oui. L'interrogatoire se poursuit et peu à peu les détails accusateurs se précipitèrent. Le soir du crime, Vol était parti en emportant une barre de fer. Il était rentré à 10h20 et avait avoué qu'il avait tué la vieille dame. Ses manchettes étaient tachées de sang et il les avait brûlées dans le fourneau de la cuisine. Puis, il terrorisa Romane par des menaces de mort pour obtenir son silence. À mesure que Romane parlait, les sentiments des juges, d'abord plutôt favorables au prisonnier, lui devenaient entièrement hostiles. Lui s'affaissait, la tête basse, comme un homme qui se sent perdu. On remarqua que l'avocat de Romane lui-même cherchait à minimiser cette animosité de sa cliente, car il eût préféré la voir moins agressive.
Le défenseur de vol se dressa grave, menaçant. Il accusa la femme d'avoir menti tout au long de sa déposition. À l'heure du crime, elle n'était pas chez elle. Elle était prise d'un autre homme et essayait délibérément de faire condamner vol en l'accusant d'un crime qu'il n'avait pas commis. Romain nia avec une assurance tranquille. Vint ensuite l'étrange et spectaculaire dénouement, la lecture de la terrible lettre, faite à voix haute au milieu d'un silence impressionnant. Mon Max bien-aimé, le destin nous a délivrés. Il a été arrêté pour meurtre. Oui, pour avoir assassiné une vieille dame, lui, Léonard, qui ne ferait pas de mal à une mouche. Le pauvre imbécile. Je dirais qu'il est rentré ce soir-là couvert de sang et qu'il m'a tout avoué. Je le ferai pendre. Max, et en mourant, il comprendra que c'est Romaine qui l'a tué. Et ensuite, chérie, nous connaîtrons enfin le bonheur. Attendez, il faut que je boive. En plus, j'ai presque plus à boire. Cette fausse déposition porta un coup fatal à l'accusation. Sir Charles fit comparaître ses témoins. Vol lui-même fut interrogé et déposa avec un calme qui réduisit à néant toutes les questions des accusateurs. Ceux-ci tentèrent de se rattraper, mais sans succès. Le résumé du ministère public ne fut entièrement favorable à Vol, mais les jurés avaient réagi et ne tardèrent pas à déclarer: « Nous estimons que l'inculpé n'est pas coupable, il est libre. » Le petit Méhern se leva vivement pour aller féliciter son client et commença à frotter vivement son lorgnon. Puis il s'arrêta, car la femme lui avait dit la veille que ce geste devenait chez lui un véritable tic. C'était curieux, car il ne se rendait pas compte. Cette affaire était vraiment fort intéressante, et il pensa à Romane, dont la personnalité étrange avait retenu son attention. Dans sa maison de Paddington, elle lui avait donné l'impression d'être une femme énergique mais calme, tandis qu'au tribunal, elle étincela comme une fleur des tropiques. En fermant les yeux, Méhern crut la revoir penchée en avant, son corps superbe, tandis qu'elle refermait et ouvrait sans cesse la main droite. Curieuse, habitude probablement, mais n'avait-il pas vu récemment une autre personne avoir le même tic? L'avocat sursauta, car la mémoire lui revenait brusquement. C'était la vieille mendiante de Shorent. Méhern, donc la tête tournée, se figea sur place. C'était impossible, absolument impossible. Pourtant, Romaine était actrice. Le juge s'approcha de lui derrière et lui frappa l'épaule. « Avez-vous félicité votre client? Il s'en est tiré de justesse. Venez le voir. » Mais le petit défenseur recula, car il ne souhaitait plus qu'une chose, voir Romaine face à face. Il n'eut pas l'occasion tout de suite, mais dès que ce fut possible, et qu'il eut dit ce qu'il pensait, elle répondit: « Donc vous avez deviné. » Ce ne fut pas difficile pour moi, car la clarté du bec à gaz était trop faible pour que vous puissiez discerner mon maquillage. Mais pourquoi? 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 J'ai joué la comédie. Il me fallait le sauver, et le témoignage d'une femme dévouée n'eût pas suffi. Vous me l'aviez dit vous-même. Toutefois, je connaissais la psychologie des foules. Si mes paroles à l'audience semblaient m'être arrachées, elles me condamnaient aux yeux de la loi pour un premier témoignage faux. Mais le prisonnier bénéficierait aussi d'un préjugé favorable. Et le paquet de lettres, pourquoi autant?
S'il y en avait eu qu'une, la plus importante, elle lui parut fabriquée. Alors, le dénommé Max n'a jamais existé, mon cher. Je persiste à croire, déclara Méhern d'un air vexé, que nous aurions pu faire quitter vol par une procédure normale. Je n'ai pas osé le risquer. Vous le supposiez innocent. Je comprends, murmura Méhern, mais vous en étiez sûr. Vous n'y êtes pas, répliqua Roman. Moi, je savais qu'il était coupable. Voilà, traduit de l'anglais par Myriam Dou. Nous avons terminé la première histoire, qui était de 20 pages, plus ou moins. 20, non. Attendez, combien il y a de pages? 27 pages. Enfin, moi, j'en ai 27. Après, ça dépend peut-être de la façon dont c'est, mais moi, j'en ai 27, parce que ça me marque 20 sur 20, mais moi, j'ai 27. Avec plaisir, Caro. J'ai pas encore téléchargé, c'est une que tu m'en avais envoyée, je pense, mais j'ai pas encore téléchargé sur le PC. J'attendais de faire celle-là parce que je l'ai mis sur mon bureau et du coup je vais m'emmêler les pinceaux si je télécharge tout. Je vois que Ryan, il n'avait plus rien à 20h55. C'est 2 PDF que tu m'as envoyé, c'est bien ça, hein? Oui. Télécharger. Attendez. Voilà. Je vais le mettre là. Hop. Ainsi, nous l'aurons pour la semaine prochaine. Et puis voilà la deuxième. Hop là. Voilà. Moi, je ferai un dossier. 3 ou 4. Oui, j'ai vu qu'il y avait 4 PDF, mais ça, je regarderai quand je les aurai ouverts. Mais je veux dire, toi, tu m'en as envoyé 2. Il y en a un avec 4 PDF et l'autre, c'est double manœuvre. Sacrée histoire, n'est-ce pas? J'aime beaucoup cet auteur, donc Caro, elle a tapé juste. Hein, je savais que j'allais prendre plaisir. Tu as Historette, TSF, 4 et double manœuvre. Alors, il m'en manque un. Ah oui, voilà. Oui, ok, c'est bon. J'ai. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Je vais faire un dossier PDF sur mon bureau. Ah ben c'est cool, hein. Si un jour vous avez la capacité d'obtenir des petites histoires comme ça de ce genre-là, n'hésitez pas à me les faire parvenir comme Caro elle a fait. Hein.